On le sait bien ou on l'imagine, les compagnons tailleurs de pierres et charpentiers ont joué un rôle clé dans la construction des coupoles et des dômes, les deux étant inséparables. Curieux des sciences et des arts, ainsi que les y incitait leur code de conduite, le devoir, ils amélioraient, partageaient et transmettaient leur savoir durant le Tour de France. Les plus expérimentés s'élevaient ainsi du statut d'artisan à celui d'architecte, et certains ont publié des ouvrages théoriques. Je vous propose de découvrir quelques aspects de ce sujet quelque peu méconnu. Voici tout d'abord la définition du trait, à la fois technique et poétique, qu'a autrefois donné un compagnon charpentier, Aveyronais la Clé des Cœurs. Les compagnons donc portent des noms, des surnoms, définissant leurs principales qualités. Le trait fait de qui le possède un visionnaire jusqu'au fond de l'espace. Il est l'alchimie des solides, le chiffre est scientifique, mais la ligne est initiatique. Cet envolé lyrique a le mérite de poser d'emblée l'existence pour les compagnons de deux acceptions du mot « trait ». Une est l'application de la géométrie descriptive au dessin technique des éléments composant un volume complexe comme une coupole, une charpente, un meuble. L'autre est une interprétation à caractère ésotérique de la géométrie. C'est un héritage des traditions médiévales des compagnons. Depuis l'Antiquité, la coupole est une image de la voûte céleste et renvoie au domaine divin. Le décor des églises en témoigne, couvrant les coupoles d'azur, d'étoiles et de hiérarchies angéliques. C'est un aspect fondamental du point de vue de l'architecture sacrée. Si mon exposé d'aujourd'hui concerne les compagnons sous l'angle de leur savoir technique et de leur participation à l'élaboration des savoirs scientifiques, on ne saurait toutefois totalement faire abstraction de cette dimension sacrée. Pour la compréhension donc de l'attachement que portent au trait ces bâtisseurs, puisque dans l'imaginaire des bâtisseurs d'antan, la clé de voûte par excellence était Dieu, comme l'illustre par exemple donc cette clé de voûte avignonnaise datant de 1391, où le grand architecte est figuré muni du grand compas du charpentier, ou encore cette belle miniature de l'école de Jean Fouquet illustrant la création du monde selon le récit de Flavius Joseph, où le Tout-Puissant tient le compas du maître maçon. Il est entouré, pour l'assister, de 4 anges munis d'outils permettant, selon les paroles bibliques, de construire le monde selon le nombre, le poids et la mesure. Cinquième art libéral des anciens et connaissance littéralement divine lors de la création du monde, la géométrie occupe de ce fait une place suréminente dans la pensée des bâtisseurs d'autrefois. Il n'est donc rien d'étonnant à ce que les compagnons aient fait de l'entrecroisement des instruments de cette discipline le blason même de leur chevalerie artisanale, pour paraphraser George Sand. Ainsi de l'emblème des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon, que nous voyons en ce moment, qui date du tout début du XVIIIe siècle, où l'on voit entre deux palmes le compas, la règle et l'équerre, entrecroisés et entrelacés d'un serpent. Ce blason est surmonté d'une devise rachetant en quelque sorte la malédiction biblique « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Et ici, donc, c'est labor et honor, le travail et l'honneur. Entrons dans le vif du sujet par l'évocation d'une coupole remarquable, celle de la chapelle du château d'Annette, réalisée entre 1547 et 1552 par Philibert Delorme. Alors, je précise qu'en fait, je me suis emparé du thème de ce jour, les coupoles, pour évoquer donc la tradition compagnonique du trait, de cette transmission des secrets de la géométrie. Donc je présenterai quelques coupoles, mais je déborderai largement sur d'autres aspects du trait, de ses applications. Donc la célébrité de Philibert Delorme fait souvent oublier que sa formation était celle
d'un maçon au sens primitif du terme, c'est-à-dire d'un tailleur de pierre. Dans son premier tome de l'architecture, publié en 1567, il évoque souvent cette proximité avec les ouvriers et leur goût prononcé pour l'étude du trait pour la coupe des pierres. Son traité d'architecture est le tout premier à divulguer ces tracés, qu'il s'agisse de construire par exemple une coupole avec un appareillage en spirale ou d'autres difficultés classiques des voûtements. Il s'étend très longuement sur une de ses réalisations remarquables, malheureusement détruite depuis, une trompe sous un cabinet du château d'Annette, et il en donne donc la représentation de face ainsi que les tracés géométriques. Aujourd'hui encore, le traité de Delorme figure dans la bibliothèque de nombre de compagnons tailleurs de pierre, quelquefois en édition ancienne. Si le souvenir de son appartenance assez probable au compagnonnage s'est perdu depuis bien longtemps, il ne fait cependant guère de doute pour les compagnons qui se sont intéressés à ses années de formation et à certains de ses commentaires. Ainsi, son emblème de l'architecte, sortant de la caverne, son lieu d'étude, nous fournit tout à la fois l'explication de la couleuvre enserrant le compas, la règle et l'équerre tout à l'heure donc sur le blason des compagnons passants, ainsi que celle de la présence des palmes. Dans une longue explication, parmi quantité d'autres détails intéressants, Delorme précise que le serpent symbolise la prudence, au sens latin de prudentia, l'expérience, vertu cardinale, tandis que les palmes représentent la réussite et l'honneur que doit rechercher l'architecte par ses réalisations. Avant de poursuivre, il me faut évoquer très brièvement quelques points sur les compagnonnages en général. On sait très peu de choses sur leur origine et leur histoire ancienne. Les sources documentaires exploitables n'apparaissent qu'un peu avant le milieu du XVIIe siècle. Faute d'archives, l'imagination et le bon sens s'accordent toutefois à penser qu'ils sont les héritiers en droite ligne des bâtisseurs médiévaux. Pour rester au plus près du prétexte nous réunissant aujourd'hui, les coupoles du XIIe siècle des cathédrales de Périgueux et du Puy-en-Velay, ou encore la coupole elliptique de l'abbatiale de Cluny, témoignent du fait qu'il existait une main-d'œuvre qualifiée qui ne réapprenait pas en tâtonnant, lors de chaque nouveau chantier, les rudiments de la stéréotomie. Ce sont non seulement les maîtres d'œuvre, mais également leurs carnets de dessin qui voyageaient autrefois, on le sait donc notamment pour Villard de Honnecourt ou encore pour Étienne de Bonneuil, qui part en 1267 construire avec une douzaine d'apprentis et de compagnons la cathédrale d'Uppsala en Suède. Notre connaissance de l'histoire des compagnonnages a formidablement progressé depuis 1996, date à laquelle Laurent Bastard, ancien directeur du musée du compagnonnage de Tours, et moi-même avons exhumé les archives des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon, datant des XVIIIe et XIXe siècles. Le document le plus remarquable est un rôle, c'est-à-dire un règlement en date du 1er janvier 1782. Son frontispice allégorique, qui est actuellement projeté, nous offre une quantité considérable d'informations. Remarquons au passage, sans plus nous y attarder, que la cérémonie de réception du nouveau compagnon se déroule précisément donc dans un édifice recouvert d'un dôme. Il est sur la partie droite de l'édifice. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, ce sont les savoirs représentés sur la partie gauche de ce frontispice. Il ne se limite pas à la stéréotomie ou coupe des pierres, figurée ici par un escalier et par une niche sphérique, qui est en quelque sorte une demi-coupole, mais s'étendent à d'autres domaines dont la géométrie est la clé. Les mathématiques, en général, représentées par un dessin avec des formules algébriques et par un livre, l'arpentage, représenté par de nombreux détails d'opérations, ainsi que par un graphomètre à pinules et une boussole d'arpenteur, la gnomonique, figurée par un cadran solaire, il est entre les deux sphères, entre les deux globes,
et l'astronomie en général, donc justement comme l'indiquent ces globes. Et même l'art des jardins, on le voit à droite avec ce personnage dans l'enfilade d'une allée, qui est à l'époque une partie intégrante de l'architecture. En réalité, les compagnons tailleurs de pierre à la fin de l'Ancien Régime sont également des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs, des artisans savants en quantité de domaines, conformément à l'idéal vitruvien remis en valeur à la Renaissance. Certains restent bien évidemment de simples ouvriers, mais ceux qui présentent des capacités intellectuelles et artistiques peuvent les nourrir et les exploiter. Au demeurant, pour être reçu compagnon tailleur de pierre sous l'Ancien Régime, il ne fallait pas tailler un chef-d'œuvre, contrairement à une idée reçue, mais tout simplement prouver par une ou plusieurs pièces de traits, de dessin technique, que l'on était capable de concevoir des pièces difficiles et que l'on ferait ainsi honneur au devoir. Soulignons aussi que la plupart d'entre eux savaient lire et écrire. Et nous allons voir qu'ils ne s'en sont pas privés. Pour le profane qui aborde le monde compagnonique des siècles passés, il est d'autant plus difficile de se repérer dans cet univers inhabituel qu'il existe plusieurs familles rituelles, donc plusieurs rites, plusieurs codes, plusieurs symboles. Nombre d'entre nous ont encore en mémoire ce feuilleton télévisé des années 1970, Ardéchois cœur fidèle, ou encore la lecture des mémoires d'Agricole Perdiguier. Dans les deux cas, on aura retenu qu'il existait non seulement différents rites, mais aussi qu'il se livrait une guerre impitoyable jusqu'à la mort parfois. Mais cette idée de rixe incessante est à nuancer. Tous les métiers n'étaient pas divisés ainsi en plusieurs rites, et cela a beaucoup varié également avec les époques. Ce n'est pas le moment ni le lieu d'en donner ici une explication détaillée. Contentons-nous de retenir que les tailleurs de pierre et les charpentiers, donc les deux métiers majeurs du bâtiment, ont en effet connu une telle bipartition. Les tailleurs de pierre, à partir du premier quart du XVIIIe siècle, entre les compagnons passants et les compagnons dits étrangers, l'un et l'autre terme signifient simplement que ce sont des itinérants qui sont passants par une ville ou étrangers à cette ville. Et j'ai perdu mon fil. Les charpentiers, à partir du premier quart du XIXe siècle seulement, entre les passants, qui est la souche primitive, également nommée les bondrilles, ou encore les enfants du père Soubise, et les scissionnaires, se réclamant de Salomon et du devoir de liberté, également surnommés les Indiens, par référence à l'Inde, berceau primitif des civilisations, comme on le croyait à cette époque. J'ai dit il y a quelques instants qu'un assez grand nombre de compagnons tailleurs de pierre et charpentiers savaient lire. La plupart des grands traités de coupe des pierres et de charpente ont en effet été connus des compagnons quand ils n'ont pas été rédigés par eux. Donc je vous propose d'en faire un tout petit tour d'horizon. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai par citer un ouvrage qui n'est pas un livre sur le trait, au sens de géométrie dans l'espace, mais un recueil de dessins d'architecture, domaine auquel, au demeurant, les artisans d'autrefois étendaient leur acception du terme de trait. Je veux parler de la règle pour les 5 ordres d'architecture de Vignole, le célèbre architecte italien qui a notamment travaillé sur la coupole de Saint-Pierre de Rome, dont on nous parlera tout à l'heure. Son traité a exercé une influence considérable sur les artisans, car il était plus accessible que ceux de Palladio ou de Serlio. Sa publication, réduite de grand en petit, à Paris en 1631, a largement contribué à ce succès, son format comme son prix permettant aux ouvriers de le colporter dans leurs poches jusqu'aux provinces les plus reculées. En 1841 encore, dans son livre du compagnonnage, Agricole Perdiguier en fait le livre indispensable à posséder, à étudier pour tout ouvrier soucieux de s'instruire.
Parmi les témoignages de cette importance du Vignol, il en est un que j'affectionne particulièrement. C'est un exemplaire de l'édition de poche de 1644 portant l'ex-libris manuscrit que nous voyons en ce moment de Mathurin Pommier, dit l'Espérance le Tourangeau, un compagnon tailleur de pierre puis architecte natif de Tours qui a fait son tour de France vers 1655. C'est le plus ancien ex-libris compagnonique actuellement connu. C'est à un artisan serrurier de la Flèche dans la Sarthe que revient l'honneur d'avoir été le premier artisan, le premier auteur technique d'importance au début du XVIIe siècle. On ne sait pas s'il était compagnon du devoir, mais les éléments le laissent supposer. Mathurin Jousse publie en 1627 la fidèle ouverture de l'art du serrurier, qui est un recueil de modèles. La même année, il publie le théâtre de l'art du charpentier. Enfin, en 1642, il publie le secret d'architecture consacré à la coupe des pierres. Ce traité sera repris et corrigé en 1702 par Philippe de La Hire de l'Académie des sciences. Cette même période est extrêmement fructueuse. En 1643, paraît l'architecture. Voilà, donc quelques illustrations de Jousse. Et nous arrivons donc à 1643, année où paraît l'architecture des voûtes du père François d'Euran, un jésuite formé aux mathématiques et architecte pour son ordre. Il intervient entre autres dans l'église des jésuites de la Flèche, la patrie de Mathurin Jousse. Les deux hommes se sont connus et au demeurant, dans sa préface, d'Euran s'irrite de la publication quelques mois auparavant du secret d'architecture qu'il estime fautif sur plusieurs points et très incomplet. Si le traité de Jousse n'aura finalement que peu de retentissement, celui de D'Euran, très complet, très agréable à utiliser, joliment illustré de cartouches décoratifs, comme on l'aperçoit ici, aura un vif succès. Il sera toutefois réédité seulement un siècle plus tard, et devant son intérêt et sa rareté, des compagnons tailleurs de pierre n'hésiteront pas à en faire des copies manuscrites, alliant ainsi économie et apprentissage par le dessin, par la reproduction. On en voit ici un exemplaire donc, qui est détenu par le musée du compagnonnage de Romanèche-Thorens, qui est un musée donc essentiellement centré sur le compagnonnage des charpentiers. Toujours en cette même année 1643, paraît, sous la plume d'Abraham Bosse, la pratique du trait à preuve selon la méthode de M. Desargues. Et, pardon, je vais trop vite. Il s'agit donc de l'application à la stéréotomie, à la coupe des pierres, des théories du mathématicien et architecte lyonnais Girard Desargues quant à la géométrie projective, théorie également déclinée dans un traité d'horlogiographie et dans plusieurs écrits consacrés à la perspective. On sait par la polémique que suscitèrent les publications des théories de Desargues, notamment donc la critique publiée par Jacques Curabel en 1644, que le Lyonnais enseignait celle-ci au sein d'un cours privé parisien que fréquentaient aussi bien les savants que les compagnons. Il faut attendre 1728 pour qu'un nouveau traité important sur la coupe des pierres soit publié. Il est l'œuvre de Jean-Baptiste de la Rue, un architecte, peut-être membre du compagnonnage. On a quelques indices qui permettent de le supposer. Très pédagogique, il rencontrera un vif succès et il sera réédité dès 1738, puis à plusieurs reprises durant le XIXe siècle. On le retrouve dans les bibliothèques de plusieurs compagnons tailleurs de pierre, munis donc de leur ex-libris manuscrit. J'en connais ainsi un exemplaire qui porte en dessus la biographie succincte d'un compagnon étranger tailleur de pierre du milieu du XIXe siècle, ce qui atteste par la même occasion que ce rite possédait alors un siège à Alger pour la construction du port. En 1737 paraît le traité sur la coupe des pierres et des bois d'Amédée François Fraisier, ingénieur militaire, cartographe, explorateur et botaniste. C'est à lui que nous devons la fraise.
qui porte son nom. Mais pour les compagnons tailleurs de pierre, aujourd'hui encore, un fraisier n'est pas seulement un délicieux gâteau, il s'agit avant tout de ces 3 volumes absolument remarquables quant à la méthode géométrique employée, claire et rationnelle, et dont Gaspard Monge tirera profit. En 1767-1770 paraissent les 4 volumes d'un traité de charpente venant remplacer avantageusement celui de Mathurin-Jousse. Il est dû à un compagnon passant charpentier, Nicolas Fourneau. Il reçoit l'agrément de l'Académie royale de Rouen avant même de recevoir également celui de sa grande sœur parisienne. Ce sera l'ouvrage de référence en charpenterie jusque très tard durant le XIXe siècle. Mais Fourneau n'est pas le seul compagnon du devoir de cette époque à prendre la plume pour partager généreusement et clairement son savoir et recevoir de ce fait l'agrément académique. Déjà, en 1761, le compagnon menuisier André-Jacob Roubaud avait publié, dans des volumes approuvés par ces messieurs de l'Académie des sciences, son art du menuisier, qui est, aujourd'hui encore, une référence incontournable, si ce n'est la référence en matière de menuiserie. Pour mémoire, Roubaud est également connu comme étant le constructeur de la coupole de la Halle au blé, donc l'ancienne bourse de commerce, une œuvre qui avait reçu les suffrages admiratifs de ses contemporains et qui fut malheureusement détruite par un incendie en 1802. J'interromps un instant cet inventaire des auteurs, compagnons ou non, des ouvrages majeurs sur le trait de charpente ou la coupe des pierres. Il convient en effet de dire quelques mots au sujet de la manière dont se transmettaient ces savoirs chez les compagnons. Précisons qu'autrefois, il n'existait pas de ces sièges compagnoniques qui, aujourd'hui, regroupent commodément la restauration, l'hébergement et des salles de cours. Chez les compagnons du XVIIIe siècle, la fameuse mère était simplement une aubergiste qui, outre des repas et un hébergement à prix préférentiel, assurait aux compagnons la location d'une simple pièce pouvant conserver le coffre de leur société et dans laquelle pouvaient se tenir réunion chaque premier dimanche du mois pour régler les affaires courantes. Si la connaissance des bases essentielles du trait était exigée des aspirants au titre de compagnons, c'était la réalisation du Tour de France qui permettait de les perfectionner. Selon les villes, l'enseignement du trait, qu'il s'agisse du trait pour la coupe des pierres, la charpente ou la menuiserie, se faisait soit chez un ancien compagnon, qui percevait de ce fait une rémunération modique, à une époque où les retraites n'existaient pas, soit dans un cours de dessin gratuit à destination des ouvriers, comme il s'en est créé dès avant la Révolution et durant tout le XIXe siècle. Pour ce qui est des cours donnés par les anciens, voici le témoignage du carnet de comptes tenu par Jean-Jacques Laurès, dit La Tranquillité de Caux, durant son tour de France entre 1838 et 1842. On connaît de lui plus d'une centaine d'épures d'études de la coupe des pierres réalisées durant ce tour, telle cette coupole à appareillage hélicoïdal. À la date du 5 novembre 1839, il note dans son carnet qu'il rentre en classe pour le trait chez le sieur Abelin, dit Lavertu, compagnon passant, maître maçon à Saintes, et il détaille ses achats de fournitures, dont les chandelles, qui montrent bien qu'il s'agit donc de cours du soir. On aura noté la date. C'est le début de la saison durant laquelle les journées de travail raccourcissent. C'est aussi la saison où les intempéries peuvent gêner le travail de la pierre. On occupe ainsi le temps gagné à s'instruire. Nous en avons un remarquable témoignage, une confirmation environ 20 ans plus tard, avec les dessins d'un compagnon du rite ennemi, Eugène Lyon, dit La sagesse du Barou, dans le Vaucluse, compagnon étranger. La soixantaine d'épures que j'ai pu sauver datent de l'hiver 1858-1859 et elles ont toutes été réalisées à Marseille. L'analyse de la chronologie
montrent qu'ils travaillaient sous la conduite d'un maître qui se servait du traité spécial de la coupe des pierres de Dullio, un compagnon passant, donc un compagnon du rite ennemi, comme support de cours. Que ce soit pour la charpente, la menuiserie, la serrurerie ou la taille de pierre, des cours de dessin existaient donc dans de nombreuses villes, dans le cadre d'écoles religieuses en faveur des ouvriers ou de sociétés philomatiques, comme ici, vers la fin du XIXe siècle, à la fameuse école philomatique de Bordeaux, soit encore dans des cours du soir dispensés par les écoles des beaux-arts ou celles des arts et métiers, dont au demeurant les professeurs étaient souvent d'anciens compagnons tailleurs de pierre ou charpentiers. Voici la description d'un tel cours dispensé à titre privé par un compagnon étranger vers 1860 à Paris. Je la cite parce que ça illustre parfaitement bien l'ambiance de cette photographie et un certain nombre de ses détails. C'était dans une sorte de boutique à l'aspect un peu cabaret, servant de réunion pour les tailleurs de pierre. Cette boutique était comme le vestibule d'une grande pièce qui y faisait suite et qui était une école de trait, professée par le très habile appareilleur bien connu alors sous son nom de compagnonnage, la Fleur de Coutras, constructeur du pont de Neuilly, entre autres, et que venaient souvent consulter les grands architectes. Des modèles de toute espèce de coupe de pierre, voûte-biaise, rampante, encorbellement, pénétration, etc., garnissaient le pourtour de la pièce, on le voit bien ici, et le maître nous faisait exécuter, en plâtre, bien entendu, ces différentes œuvres. Ce n'était point de simples copies que nous avions à faire. Tout était fondé sur l'application exacte de la géométrie descriptive. Dans le cours du XIXe siècle, les compagnons cherchèrent aussi à s'organiser entre eux pour ces cours. Ainsi, en 1846, les compagnons passants tailleurs de pierre de Paris créèrent-ils un cours de trait dont le règlement nous a été conservé et fournit de précieuses indications quant à son organisation fraternelle et à l'idée qui y préside, lutter contre la perte d'influence de leur société compagnonique, puisque déjà le compagnonnage déclinait en ce milieu du XIXe siècle. Mais la plus célèbre des écoles de trait fut sans conteste celle privée qu'ouvrira juste après la guerre de 1870 à Romanèche-Thorens, donc devenu musée en Saône-et-Loire, le compagnon charpentier du devoir de liberté Pierre-François Guillon, que l'on aperçoit ici tenant donc le très grand compas au pied d'un chef-d'œuvre. Les épures produites par cette école sont les plus belles que je connaisse. Alors je précise que ces épures, qu'il s'agisse de traits de charpente ou de traits de coupe des pierres, sont pour les profanes absolument incompréhensibles, le principe étant de superposer sur un seul dessin les vues de face, les coupes et un certain nombre donc de vues permettant de calculer les grandeurs réelles de chaque pièce de bois. Donc c'est un langage crypté, en quelque sorte. Donc ces cours trouvaient un prolongement dans les défis que se lançaient parfois les rites ennemis. Si des luttes sanglantes opposaient fréquemment les passants et les étrangers autour des grands chantiers, comme à Bordeaux, pour avoir le monopole des embauches, il arrivait aussi qu'ils cherchent à vider leur querelle par le biais de défis de stéréotomie jugés par les académies parisiennes ou provinciales. Chaque clan possédait ses champions qui traçaient les épures et taillaient les maquettes en plâtre. Ainsi, en 1773-1774, à Bordeaux, semblable défi oppose la réjouissance de Tarascon à la pensée de Sainte-Foy, et il sera jugé, sans parvenir d'ailleurs à trancher entre les deux champions, par l'Académie de Bordeaux. Il s'agit aussi tout autant d'épreuves d'architecture, de conception architecturale que de coupe des pierres au sens strict. C'est toutefois sous une autre forme que les compagnons charpentiers des deux rites vont se défier à partir des années 1840. C'est là l'origine de leur fameux grand chef-d'œuvre, chaque ville-siège réalisant le sien afin de démontrer sa supériorité sur la société rivale. Ils sont ensuite exposés donc dans les grandes expositions nationales et internationales, comme l'exposition donc universelle de 1889.
De manière générale, la fraternité compagnonique offrait un cadre idéal à l'émulation. Les jeunes compagnons côtoyaient durant leur tour de France des anciens, installés comme entrepreneurs, architectes ou ingénieurs, qui leur offraient tout à la fois des modèles sociaux et, le cas échéant, des enseignements dans tel ou tel domaine. Nous possédons un précieux témoignage quant à ce que les qualités individuelles pouvaient produire. C'est celui de Joseph Teuler. C'est un cas emblématique de l'évolution entre artisans et architectes ou ingénieurs à l'articulation des XVIIIe et XIXe siècles. En témoignent non seulement ses réalisations, mais aussi une exceptionnelle lettre autobiographique adressée en mars 1800 à un négociant de son village natal qui avait contribué à lui faire apprendre à lire. Une connaissance absolument fondamentale, en effet. Ce courrier est une véritable profession de foi par laquelle il exhorte les jeunes gens de son village à suivre son exemple, être courageux et de bonnes mœurs, s'instruire continuellement. Né en 1750, Teuler est reçu compagnon passant à l'âge de 18 ans. Devenu appareilleur, il étudie par lui-même les traités d'architecture. La lecture des œuvres de Bélidor l'ayant rendu conscient de ses lacunes en algèbre, géométrie et mécanique, il vient à Paris suivre les cours publics de l'Académie d'architecture. Diplômé en 1776, il est nommé à Bordeaux comme architecte, faisant fonction d'ingénieur des bâtiments civils. Il continue d'étudier et devient ingénieur de la marine. En 1786, il présente un projet de surélévation du phare de Cordouan, chantier à la stéréotomie remarquable qu'il dirigea en 1788 et 89. En 1791, toujours insatiable dans sa quête des savoirs, il décide de devenir également ingénieur constructeur de la marine. Et grâce au soutien de Gaspard Monge, avec lequel il est en relation, il est chargé de la construction de 3 navires. Et il est enfin nommé en 1800 directeur des travaux maritimes à Rochefort. Je n'évoquerai que pour mémoire, le temps nous presse, nous est compté, donc l'œuvre immense de Gaspard Monge, dont Étienne Gis nous rappellera sans doute quelques aspects. Rappelons simplement que sa formation initiale de dessinateur le rend très proche des compagnons et qu'il saura largement profiter du formidable patrimoine de leur expérience en matière de traits afin de théoriser la géométrie descriptive. De même, je me contenterai de mentionner le traité de charpente publié par Jean-Henri Hassenfratz, élève de Nicolas Forneau et de Gaspard Monge, donc en 1804. J'évoquerai un tout petit peu plus longuement la vie et l'œuvre d'un compagnon cher à mon cœur et auquel j'ai consacré plusieurs études. C'est en 1788 que naît Jean-Paul Douliot d'une famille de tailleurs de pierre et de maçons. Il part sur le Tour de France vers 1813, travaille sur plusieurs chantiers parisiens, puis curieux, ainsi qu'en témoigne son nom de compagnon, La Pensée d'Avignon, il s'inscrit au cours du soir de mathématiques donné à l'École royale gratuite de dessin de Paris. Il y entre comme professeur de coupe des pierres en avril 1818 et il deviendra en 1823 le titulaire de la chaire d'architecture. En 1826, il publie son traité spécial de coupe des pierres, qui reste une des meilleures références actuelles en matière de stéréotomie. Ce livre forme le premier volume d'un cours élémentaire, pratique et théorique de construction dont son décès en 1834 empêchera la publication intégrale. Seront tout de même publiés, toujours en 1826, un volume de mathématiques, entendez de géométrie descriptive, d'après les théories de Monge. En 1828, un traité de charpente. En 1833, il participe à la publication d'un cours collectif de dessin industriel. Et enfin, toujours en 1833, il publie un extrait de son volume sur la stabilité des édifices, sous la forme d'une communication présentée à l'Académie des sciences, essai d'une théorie rationnelle de l'écoulement des liquides enfermés dans des vases percés d'un orifice régulier quelconque dans le fond ou dans les parois. La stéréotomie mène vraiment à tout. Et j'évoquerai très rapidement, pour conclure, 3 derniers cas à cheval sur la fin du XIXe et le tout début du XXe siècle. Tout d'abord, donc, le à peu près inconnu des spécialistes de la stéréotomie, Jérôme Bodassé, sans regret de Poussan,
de son nom de compagnon étranger tailleur de pierre, qui fit carrière comme conducteur de chantier pour la compagnie du PLM. Il publie à compte d'auteur, vers 1880, un traité théorique et pratique sur la construction des ponts-biais. L'ouvrage est rarissime et je n'en connais en fait qu'un seul exemplaire complet de son atlas de 16 planches et de son volume de texte. Comme nous savons qu'il a été publié à 500 exemplaires, quasi intégralement souscrits avant parution, nous avons là un douloureux témoignage quant à la fragilité des sources documentaires, y compris pour des périodes qui ne sont pas si anciennes que cela. Je ne peux manquer d'évoquer Louis Mazerolle, Bourbonnais va de bon cœur, compagnon charpentier du Devoir, qui est le concepteur du grand chef-d'œuvre des Compagnons passants de Paris, toujours visible au siège des Compagnons charpentiers des Devoirs, 161 avenue Jean Jaurès à Paris. C'est aussi l'auteur d'un formidable traité théorique et pratique de charpente, publié en 1895 et qui reste inégalé. De leur côté, les compagnons charpentiers du Devoir de liberté, tout autant férus de coupe des pierres que de charpente, n'étaient pas en reste. J'évoquerai simplement pour mémoire les 4 volumes du trait de charpente publié vers 1900 par Émile de La Taille, et j'évoquerai simplement donc le cas exceptionnel de Joseph Denis Boucher, donc un compagnon indien, un compagnon du Devoir de liberté, parti travailler en Argentine, comme beaucoup de compagnons de cette époque. On connaît de lui un rarissime petit cahier imprimé sur le trait de charpente et surtout les défis qu'il lançait périodiquement aux compagnons en matière de trait. Voici une photographie de l'épure de résolution de son problème numéro 5, postée depuis Buenos Aires avec son courrier d'explication en date du 14 février 1910. J'espère vous avoir convaincu par ces quelques aperçus trop rapide, de l'immense richesse de ce patrimoine ouvrier méconnu, celui du trait, une transmission d'un savoir à laquelle ont particulièrement contribué les compagnons, tant entre eux qu'avec les savants. Le fil de la transmission n'est pas rompu. Aujourd'hui encore, compagnons charpentiers comme tailleurs de pierre cultivent l'amour du trait et les jeunes aspirants transpirent toujours sur les épures afin de produire les maquettes de leurs chefs-d'œuvre qui leur feront reconnaître par leurs pairs comme étant des compagnons du Tour de France. Et aujourd'hui comme hier, quelques-uns d'entre eux pousseront le plaisir de la connaissance jusqu'à devenir ingénieurs ou architectes. Je vous remercie.